Bienvenue sur le podcast Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action et surtout qui vous pousse à rester en action lorsque vous êtes enfin passé à l'action. Et oui, parce que c'est très bien de faire les premiers pas pour se lancer dans le business, dans le sport, dans une transformation physique ou même dans des relations. Mais c'est encore mieux de rester en mouvement, de garder l'élan que vous vous êtes donné et ainsi vous améliorer de jour en jour pour toujours progresser, évoluer et surtout en apprendre sur vous. Et les amis, je suis super heureux d'avoir réussi cette phrase sans bégayer après 3 tentatives. Bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode, le 25e si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, un épisode un peu différent des autres, puisque pour ma part, ça va être l'épisode le plus important de tous les futurs épisodes que je pense que je vais faire. C'était pas très français, mais je pense que vous avez compris. Tous les épisodes de ce podcast sont importants, mais celui-là encore plus. Vous l'avez vu dans le titre ? Oui, j'ai failli mourir. Attention. Et comment ça ? Tu as failli mourir et en plus de ça, c'est la meilleure expérience qui t'est arrivée dans ta vie ? C'est complètement bizarre. Est-ce que c'est un titre putaclic ? Est-ce que il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est passé dans ma vie ? Je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Je vous avoue que avant que vraiment on rentre dans le vif du sujet, ça faisait un moment que je voulais faire cet épisode, mais j'osais pas. J'osais vraiment pas parce que de base, je suis quelqu'un d'assez pudique dans mes émotions, dans ce que je peux exprimer, dans ce que je peux ressentir, dans ce que je vis, que ce soit positif ou négatif. J'aime pas trop me montrer. Et d'ailleurs, ça peut se voir à travers mes réseaux. Ça reste assez neutre. Oui, quand j'ai des petites victoires, que ce soit dans le sport ou autre, je vais le partager, mais je vais pas en faire des caisses dessus, en parler pendant 10 ans. Je vais peut-être juste en parler une fois parce que je suis très content et voilà. Et quand il se passe quelque chose de négatif, pareil, voire j'en parle quasi pas en fait, parce que je suis assez pudique là-dessus. Et du coup, cet épisode me sort de ma zone de confort et il y a une excellente leçon à en retirer là derrière. Et du coup, je me suis dit, let's go, on va le faire. Pour être totalement honnête avec vous, je n'ai absolument rien préparé, je n'ai aucune note, je vais faire à l'aide de mes connaissances et surtout à l'aide de ma mémoire et de tout ce que ça a pu laisser comme trace. Donc voilà, je pense qu'avec cette petite introduction, vous savez maintenant si oui ou non il s'est réellement passé quelque chose, sinon j'aurais pas fait cette intro un peu lourde on va dire, mais vous allez voir ça reste quand même extrêmement positif, tout ce qu'il y a à retenir en fait est positif et je vais tout expliquer pourquoi. Alors avant tout, sachez que je suis extrêmement fatigué aujourd'hui. J'ai passé une très courte nuit parce que hier soir je suis allé manger au restaurant. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au resto. Vous savez, je suis toujours dans ma petite sèche. J'ai perdu un peu plus de 3 kilos là, donc je suis très content que j'ai repris un petit peu avec la rétention d'eau du resto d'hier. Donc voilà, pas d'inquiétude, mais ça faisait un premier resto depuis 4 semaines je crois. Et du coup, j'étais très content et on s'est couché un peu tard et levé tôt. Et en plus de ça, je me suis mis un gros fractionné dans la gueule. Et du coup, je suis mort là. Je vous avoue que je dois tourner, ça doit faire 3 heures à peu près que je dois tourner cet épisode. Et j'ai retardé l'échéance jusqu'à me sentir un peu mieux. Spoiler, je me sentais pas mieux, mais je me suis dit, bon, de toute façon, il faut que je le tourne parce que ce week-end, j'aurai pas le temps. Donc, nous voici devant ce micro pour vous délivrer cet épisode. Avant ça, les amis, j'oublie toujours de le dire en début de podcast et je le rappelle toujours à la fin, mais cette fois-ci, je viens d'y penser et je suis content. Mais si vous êtes un auditeur assidu de ce podcast, que vous écoutez soit sur Spotify ou YouTube, soutenez-moi, faites-le moi savoir que vous êtes là chaque semaine plutôt, en mettant 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, en mettant un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, un abonnement également si vous êtes sur l'une des deux plateformes, et surtout commentez, dites-moi, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, racontez-moi un petit peu, donnez-moi des idées de futurs podcasts que je pourrais faire en me posant des questions, bref, partagez à vos amis si vous sentez que ça peut leur parler. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir parce que ça montrerait vraiment votre soutien. Je vois qu'on est, y a une dizaine d'écoutes à chaque fois, chaque semaine, donc je suis extrêmement content. Je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui écoutent. Mais si on peut toucher un maximum de monde de par mon histoire ou même mes conseils, la valeur que je peux apporter, pourquoi s'en priver tout simplement. Donc je compte sur vous les amis si vous arrivez à apprendre des choses par mon podcast. Remerciez-moi en partageant, likant, commentant, mettant les 5 étoiles, etc. etc.
Bref, je vais boire une petite gorgée d'eau et on va attaquer tout de suite cet épisode. Alors, je suis désolé pour les raclements de gorge, il y en aura pas mal dans cet épisode, tout simplement parce que j'ai la gorge un peu sèche. Donc voilà, veuillez m'excuser. Bref, avant de parler de ce qui s'est passé, il est très important de reposer le contexte pour que vous ayez mon état d'esprit du moment, savoir qui j'étais sur le moment, d'où je venais, etc. Alors, je ne vais pas refaire le tableau de ma naissance jusqu'à cet événement, mais je vais rapidement expliquer où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Ok ? Donc, replongeons-nous 3 années en arrière, en 2023. 2023 qui est la meilleure année de ma vie, la plus belle année de ma vie. Je vis la meilleure expérience que j'aurais jamais imaginé vivre. J'étais à l'autre bout du monde en train de kiffer tout simplement en étant un an, en Australie avec ma copine. On est un peu parti sur un coup de tête, entre guillemets. Quand je dis un coup de tête, ça veut dire que oui, on a préparé vite fait le voyage, on s'y est pris des mois à l'avance, mais l'idée est venue d'un coup, comme ça. J'ai proposé ça à ma copine, et ma copine, au début, elle hésitait un petit peu, mais elle n'a pas hésité très longtemps parce qu'elle aussi, elle avait trop envie de partir en voyage. Et du coup, en fait, je pense qu'en moins de 24 heures, on avait pris notre décision de partir en voyage. Comment cette idée de voyage est venue ? Parce que de base, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement casanier. Je n'aime pas sortir de chez moi. Même aller dans le village voisin, à la base, ça me fait chier. Alors, plus maintenant, hein, c'est pour ça que je parle au passé. Mais avant, ça me faisait chier. Moi, il fallait que je reste chez moi, que j'ai ma petite routine, que j'ai mon cadre. Et dès que j'en sortais, ça me saoulait trop. Et du coup, j'étais le genre de personne qui me disait... Pourquoi voyager dans un autre pays en payant une blinde, l'avion, le train, etc. alors qu'en France, on a tout ce qu'il faut comme paysage. On a les montagnes, des forêts, des lacs, des océans, la mer, les plages, la ville, etc., etc. Et je le pense encore. Mais sauf que si t'as jamais voyagé de ta vie, tu sais que les voyages, il n'y a pas que le paysage. Il n'y a que ceux qui ont déjà voyagé dans leur vie qui savent ce que je veux dire. Voyage dans un autre pays, encore plus quand c'est un pays lointain, et encore plus quand c'est du long terme, donc un an, plusieurs semaines, plusieurs mois, là, en fait, c'est au-delà des paysages. Au-delà des paysages. Et du coup, un peu sur un coup de tête, après avoir écouté plusieurs podcasts qui mettaient en avant le fait de voyager, tout simplement, et ça m'a donné envie, et j'en ai parlé à ma copine, et avec ma copine, on s'est dit, let's go. Pourquoi l'Australie ? Parce qu'on cherchait un pays où, en fait, où on pouvait travailler assez facilement, avec un visa facile à obtenir, et on avait vu, en faisant vite fait des recherches, qu'il y avait soit Canada, soit Australie. Bon, le choix s'est porté sur l'Australie parce qu'Australie, il fait chaud. Voilà, tout simplement. On ne s'est pas posé 1000 questions. C'est un peu pour ça qu'on est parti en Australie. Donc, 2023, on était en Australie. Vraiment, on kiffait notre expérience. Bon, évidemment, il y a eu des moments un peu moins cool, mais je ne vais pas détailler l'Australie là dans cet épisode. Juste, ce qu'il faut retenir, c'est que 2023, vraiment, meilleure expérience de ma vie. J'étais au top. Et notre visa se terminait début 2024, février 2024, je crois, qui se terminait. Et à la base, ce qui était prévu, c'était que la première année de visa, du coup, en Australie, on travaille en ferme pour avoir un deuxième visa. Février 2024, lorsque notre premier visa se termine, on part dans les pays à côté, donc Nouvelle-Zélande, Japon, Chine, Vietnam, etc., etc. Et après, une fois qu'on s'est fait kiffer une autre année dans les autres pays, on revient une deuxième année en Australie. Et cette fois, on se pose et on travaille pour se faire un maximum d'argent. Soyons honnêtes, la plupart des gens qui vont en Australie, c'est aussi pour se faire de l'argent parce que là-bas, ça paye pas trop mal, soyons honnêtes. Donc, c'était un peu le plan de base et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé par ma faute, même si je regrette pas, mais en fait, courant de cette année 2023, il y a pas mal de choses qui se sont ouvertes en moi, dans le sens où déjà j'avais ouvert la porte du voyage. J'ai commencé à en apprendre pas mal sur moi, ça m'a beaucoup fait évoluer, beaucoup grandir. J'ai pris en confiance, j'ai pris en fierté. Et il y avait une autre porte dans mon esprit qui était ouverte, mais encore un petit peu fermée. Vous savez, vous voyez un peu les loquets là, les petites chaînes pour fermer les portes que nos grands-parents avaient. Vous savez,
ça leur permettait juste d'entrouvrir la porte, mais on pouvait pas plus l'ouvrir parce qu'il y avait la chaîne qui était tendue. Je pense que ceux qui ont connu ça, là, vous voyez de quoi je veux parler. Mais en gros, cette porte dans mon esprit, elle était comme ça. Elle était légèrement ouverte et c'était la porte de l'entrepreneuriat. Pourquoi elle était légèrement ouverte? Parce que j'avais déjà lancé à l'époque, donc je crois que c'était pendant le confinement, j'avais lancé des lives sur Twitch parce que je voulais moi aussi être youtubeur, être streamer et tout. Du coup, j'avais lancé ma chaîne YouTube, j'avais lancé des lives Twitch, etc. Donc j'avais entrouvert cette porte, mais je l'avais jamais vraiment ouverte en grand parce que bah voilà, au fur et à mesure du temps qui passe, j'avais un peu abandonné tout ça et j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et le voyage en Australie a un peu révélé en fait cette porte et me l'a mis en face de moi. Et du coup, j'ai dit à ma copine, courant du coup 2023, je lui dis écoute, je sais qu'on a prévu ça, mais moi là, ce que je sens que c'est le bon moment. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais parce que je me connais. C'est que on finit notre voyage. On rentre en France en février 2024, donc c'était pas du tout prévu, pardon. Et à partir de février 2024, je mets tout en œuvre pour que mon business fonctionne. Donc à l'époque, c'était juste ouvrir ma chaîne YouTube. À l'époque, c'était juste ça. Et là, ma copine, bah forcément, elle accepte. Ma copine, c'est mon plus gros soutien que j'ai au quotidien. Donc forcément, elle me met pas des bâtons dans les roues, elle m'en empêche pas, elle est à fond derrière moi. Donc voilà, changement de plan. Et on décide de faire ça. Donc on finit de kiffer notre année, arrive janvier 2024, février 2024. On sent que le voyage se termine, on sent qu'on commence à être de plus en plus triste de partir et de retourner en France. Mais en même temps, moi j'étais impatient parce que je me disais, ok, là je vais pouvoir cravacher. Et février 2024, on rentre. Le 20 février exactement, la date d'anniversaire de ma maman. Donc on s'est dit on va lui faire une surprise, ça va lui faire plaisir de nous voir pour le jour de son anniversaire. On n'avait dit à personne qu'on rentrait parce que de base en fait tout le monde pensait qu'on allait faire les autres pays. On l'avait dit à personne. Et du coup on arrive, surprise à tout le monde, les gens sont surpris, etc. Bon déjà il y a eu un petit coup de mou parce que forcément on quitte Sydney où il faisait, c'était l'été, hein, janvier-février, c'est l'été en Australie, donc il fait 35 degrés quotidiennement, la plage, on était tout le temps à la plage, à faire du street workout, à kiffer notre vie tout simplement, parler à d'autres gens, rencontrer des personnes, enfin bref, vraiment être en vacances toute l'année, quoi. À rentrer en France, moins 10, grosse neige, etc. Les gens qui sont beaucoup moins ouverts en France, on est beaucoup moins ouverts, beaucoup plus fermés, beaucoup plus on va dire mal poli si je puis dire, même si j'ai pas trop envie de critiquer les Français parce que je reste un Français aussi, donc voilà, au final je suis comme ces gens-là, je suis moi aussi extrêmement fermé de base. Bref, il y a eu un énorme décalage qui était pas dans le bon sens et du coup ça nous a un petit peu assommés entre guillemets. En plus de ça, on rentre, on n'a plus de chez nous. On n'a plus rien et du coup on perd un peu notre vie privée. Et là moi je décide, même si c'était déjà décidé un petit peu à l'avance, mais je décide en fait d'emménager avec mon meilleur ami qui m'avait proposé une coloc parce qu'à ce moment-là en fait je voulais pas habiter chez mes beaux-parents ni chez ma mère, pas parce que je les aime pas, bien au contraire, c'est juste qu'en fait j'avais besoin d'un nouveau cadre parce que je voulais une nouvelle vie entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, je peux pas retourner chez ma mère parce que je vais retomber dans mes vieux démons à vouloir jouer aux jeux vidéo tout le temps. J'avais besoin d'un nouveau cadre et mon meilleur ami m'a proposé de venir habiter chez lui parce que, lui, il était tout seul, ça le gênait pas. En plus de ça, il travaille toute la semaine, donc j'avais le bureau tranquille pour vraiment bosser. Et en plus de ça, ça me permettait d'avoir un loyer à payer. Et ça, pour moi, c'est important parce que le fait de payer quelque chose, ça te donne un peu faim, tu vois. Si tu ne payes rien, que tu sais que le mois prochain, t'es pas dans la merde, tu peux ne pas travailler, quoi. Et moi, là, du coup, le fait de devoir de l'argent à quelqu'un, ça m'a fait dire qu'il fallait que je mette les bouchées doubles, tout simplement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Rentre en France, quelques jours quand même, le temps d'aller voir un peu les gens, de rentrer, de reprendre un peu du décalage horaire, etc. Et au bout de, je pense que à partir de mars, j'ai commencé à vraiment taffer, du coup, sur ma chaîne YouTube, que j'avais ouverte déjà un petit peu, je crois que je l'ai ouverte en Australie. J'ai commencé à l'ouvrir en Australie pour gagner un petit peu du temps, sorti des premières vidéos, donc la base de cette chaîne, c'est vraiment calisthénie, je vlog tout simplement, et je voulais continuer là-dedans, et vraiment essayer de percer dans la calisthénie en vlog. Ça se faisait pas trop, en tout cas moi dans ce que je voyais, ça se faisait pas non plus énormément
Si, ça se faisait un peu quand même, mais il n'y avait pas des gens qui perçaient. Je trouvais que c'était très amateur en fait les vlogs, que peu importe en fait les athlètes que c'était, hein, je trouvais que c'était assez amateur et je me suis dit moi je veux apporter une touche de professionnalisme là-dedans en étant vraiment très sérieux. Alors bon, si on regarde mes premières vidéos, il n'y a rien de pro là-dedans. En plus de ça, le niveau est pas incroyable, mais surtout voilà la qualité d'image est horrible, le son est horrible, les miniatures sont dégueulasses. Enfin bref, rien de pro, mais j'avais cette vision de vouloir professionnaliser la chose et rendre les miniatures de plus en plus belles, me former à la vidéo, savoir faire de belles vidéos, bien filmer, entraîner mon élocution pour toujours aussi bien parler et vraiment rendre, avoir cet aspect professionnel en fait sur YouTube. Et du coup, je m'étais lancé là-dedans et j'essaye de me rappeler. Non, mais c'était c'était le projet jusqu'en juillet 2024. Vous allez comprendre pourquoi je dis juillet 2024. Voilà, vous avez le contexte. Donc je pars 2023, meilleure année de ma vie, on rentre 2024. Le mood n'est pas tip top pour être totalement honnête, ce début d'année 2024, parce que bon, bah voilà, je suis en France, je me remets à travailler, il fait froid, il pleut, il neige. J'ai quitté le soleil, entre guillemets, pour juste être devant un écran toute la journée. C'était pas ouf, mais je kiffais quand même parce que c'est ce que je voulais. J'avais cette vision, je me voyais réussir. Et du coup, j'ai cravaché sur YouTube, etc. Vous pouvez regarder les vidéos d'ailleurs qui sont toujours disponibles. Hein, elles le seront à vie. Et d'ailleurs, on va bientôt reprendre les vlogs. On va bientôt les reprendre. Donc, restez connectés, comme disent les jeunes. Oh putain. Bref, ça, c'est jusqu'en juillet 2024. Et plus exactement, j'ai regardé la date parce que j'étais plus sûr, j'hésitais entre 2 jours, et plus exactement jusqu'au 12 juillet 2024. Voilà, donc 12 juillet 2024, chaleur arrive, et là je vais poser le contexte de ce moment-là. Donc on est en plein été, il me semble que c'est la canicule, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, mais en gros il fait super chaud. Et chez mon meilleur ami, il n'y a pas de climatisation, donc on rafraîchit en ouvrant la fenêtre, mais sauf que le soleil, quand il rentre, et du coup il fait chaud dans la pièce. Et moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand il fait chaud pour dormir, parce que je n'arrive pas à dormir tout simplement. Et du coup, j'enchaîne, donc avant le 12 juillet, du coup, donc le 12 juillet qui est tombé un vendredi, mais on va dire depuis le début de la semaine, je dormais hyper mal. Je faisais des crises d'insomnie, j'étais extrêmement fatigué. Non, ça allait pas. Ça allait pas à cause justement de cette chaleur. Et surtout que je me levais tôt, j'aime pas faire des grasses mat. Donc du coup, même si je faisais une insomnie jusqu'à 1, 2 heures du matin, bah, je me réveillais quand même à 6h30 pour aller travailler. Ce qui est aujourd'hui une erreur, je trouve, parce que maintenant que je suis à mon compte, si j'ai pas de rendez-vous le matin, bah, je vais pas me lever si tôt si jamais je m'endors tard le soir, quoi. À part si ma copine doit se réveiller pour aller travailler, ce qui arrive de temps en temps, je vais me réveiller avec elle, mais sinon, si on n'a pas d'échéance, moi je peux dormir jusqu'à 9h, quoi. Sauf que c'est rare qu'on se couche au-delà de minuit, donc c'est rare que je me lève à 9h tout simplement. Bref, à ce moment-là, j'étais pas comme ça, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment boulot, 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 je dois me lever tôt pour travailler toute la journée, etc. Donc j'avais pas le choix. Et du coup, ce vendredi 12 juillet, je me réveille, la tête dans le cul, je suis HS, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Vraiment, après 3 4 nuits à pas dormir, forcément, le mood était pas incroyable. En plus de ça, je continuais à m'entraîner, hein. Je continuais à mettre de l'intensité dans mes séances. Je commençais à avoir un bon niveau objectivement. J'avais 2 front pull-up à ce moment-là, des handstand push-up, je me rappelle plus combien. J'avais bien attaqué le travail de la planche. J'avais pas encore la straddle, mais j'avais bien attaqué ça. C'était surtout front lever que je commençais à être pas mauvais. J'avais 15-20 secondes, je crois, de front lever. 2 front pull-up, comme j'ai dit. Au niveau du front touch, j'avais une bonne one leg de 5 secondes, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde mes vidéos YouTube pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Tout ce que je vous dis, voilà, c'était assez bas de forme. Surtout les front pull-ups, c'était du bas de forme. Mais c'était quand même une bonne performance dont j'étais assez content. Et je continuais à mettre du volume et de l'intensité dans mes séances, même malgré la fatigue, parce que j'avais pas le recul en fait d'écouter mon corps à ce moment-là. Et le 12 juillet, je me réveille. Et je fais ma routine comme d'habitude. Ma routine qui consiste à me réveiller, faire mon hygiène matinale, etc. Sortir dehors pour marcher une petite demi-heure, histoire de prendre la lumière du soleil, etc. Et voilà, être en activité dès le matin au lieu de directement me mettre devant mon écran. Je sors, je touche l'herbe, comme on dit, et je rentre au bout d'une demi-heure.
Je prends ma douche froide. Je crois qu'à cette époque, je prenais des douches froides le matin. Bref, je prends ma douche froide, assez classique. Et je me prépare mon café. Et le café qui a son importance, vous allez comprendre pourquoi. Je prépare mon café et je me mets devant mon ordinateur. J'ouvre, je sais plus ce que j'ouvre. Ça devait être mon logiciel de montage, je pense. Donc, j'ouvre Premiere Pro pour faire du montage, du vlog en cours, de la vidéo en cours. Je me rappelle plus quelle vidéo j'étais en train de faire à ce moment-là. Mais je me mets à travailler. 8h du matin, travail, c'est parti. On attaque. Je bois mon café et en fait, je sens que je suis mort en fait. Je fais que bâiller, je suis dans un brouillard mental, j'ai une grosse migraine qui me tabasse la tête. Vraiment là, je suis en souffrance. Mais c'est des migraines que je connais parce que c'est une migraine que j'ai quand je suis fatigué. Donc cette migraine, je la connais, je sais ce que c'est, etc. Donc je m'inquiète pas. Mais à un moment, je finis mon café. Et en fait, ça m'a marqué parce que je finis mon café, je pose ma tasse, et là, je décide de me frotter les yeux. Et je les frotte un peu fort quand même, mes yeux. Voilà, vous savez, quand on est fatigué, souvent on vient se frotter les yeux. Et là, j'avoue que j'ai un peu abusé du truc. Et je me suis pas mal frotté les yeux. Et quand j'ai arrêté de me frotter les yeux, que j'ai rouvert les yeux, là, il y a eu un truc bizarre. Il y a eu un truc bizarre, c'est que toute ma vision à gauche, je voyais plus rien. C'était un écran noir. Genre vraiment, imaginez, vous regardez face à vous, tout à gauche, c'est tout noir. Genre, il n'y a plus rien. C'est du vide. Vous voyez plus rien. Donc, en gros, je me frotte les yeux, je deviens à moitié aveugle. Donc là, je commence... Tu sais, je me dis, bon, ok, je me suis peut-être frotté un peu trop fort les yeux, je suis rentré en profondeur, c'est le temps que ça revienne, entre guillemets, le temps que ça reset. J'ai dû appuyer sur le bouton pour redémarrer l'ordinateur, et du coup, c'est le temps que ça reset. Du coup, j'attends, ça revient pas. J'attends quelques minutes, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça revient toujours pas. Donc là, je commence à m'inquiéter, je me dis, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait comme un con là En fait, premier truc qui me vient, c'est, je me dis, ok, j'ai dû me niquer l'œil, j'ai dû me décoller la rétine ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est factuellement possible en se frottant les yeux, mais moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, en fait, à ce moment-là. Je me dis, merde, j'ai frotté comme un con, et du coup, je me suis niqué l'œil. Du coup, je commence à regarder vite fait sur Internet. Je sais plus si je demande à ChatGPT comme on pourrait le faire maintenant. Je me rappelle plus. Je crois que je lui demande, mais je regarde sur Google, ChatGPT, et je lui explique le truc. Et là, il me sort une liste de choses que potentiellement ça peut être. Donc, il me dit, je me rappelle plus ce qu'il me sort, mais en gros, il me dit décollement de la rétine, des trucs qui touchent directement l'œil, en fait. Et après, il commence à me sortir des mots que moi, j'avais jamais vus. Des mots comme, par exemple, AVC, infarctus ou je sais pas quoi. Des mots comme ça, des mots, tu sais que quand t'entends ces mots, ça fait pas rire. Et du coup, je les vois, je commence à... Mes BPM commencent à augmenter, je me dis, quoi, attends, non, c'est pas possible. Là, je me dis, non, c'est pas possible. Je peux pas faire un AVC, je peux pas faire un infarctus ou les autres trucs qu'il m'avait dit là. Je me rappelle plus ce que c'était, accident neurologique ou truc comme ça. Enfin bref, je me dis, ça peut pas être ça, c'est impossible. J'ai dit, les AVC, c'est les personnes qui sont en mauvaise santé qui font des AVC. Pourquoi j'avais cette pensée-là ? Parce que en fait, moi, je touche du bois, encore à l'heure aujourd'hui, mais dans ma famille, j'ai pas souvenir d'avoir vécu de drame, que ça soit la perte d'un proche. Mes 2 parents sont encore en vie, tous les gens autour de moi sont encore en vie, et je le dis en touchant du bois parce que c'est très important. Je vous le dis, là, j'ai 30 ans, si mes souvenirs sont bons, je suis jamais allé à un enterrement, parce que j'ai jamais perdu quelqu'un de proche, jamais quelqu'un autour de moi a eu une maladie grave, donc j'ai pas réellement d'antécédents, ou en tout cas à ce moment-là, à ma connaissance, personne avait eu ça. Alors je sais que mon grand-père, mais que j'ai pas connu très très longtemps, parce que je crois qu'il est décédé quand j'avais 10 ans, un truc comme ça. Je l'ai pas connu très longtemps, et en plus de ça, c'est pas qu'on n'était pas proches, mais c'est que lui, il habitait à l'autre bout de la France, donc je le voyais pas tout le temps. Donc, mais sauf que je savais pas de quoi il était décédé. Et après coup, j'ai su, je vais pas vous spoiler tout de suite, parce que je vous le dirai après, mais en gros, moi je me dis, ok, bon, j'ai pas d'antécédents, et en plus de ça, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, je cours, je fais de la calisthénie, je mange hyper sainement. Dans une certaine mesure, je fais attention à mon sommeil. Je dis dans une certaine mesure parce que voilà, ça faisait plusieurs nuits que je dormais mal, mais sinon, globalement, je fais extrêmement attention à mon sommeil. J'optimise les facteurs de santé en prenant la lumière du soleil en me levant, etc. En évitant de rester trop longtemps assis, en évitant de manger de la merde, tout simplement. Je mangeais des produits assez sains. Du
Du coup, je me dis, non, mais en fait, non, ça peut pas être ça, j'ai dû me niquer la vue, un truc comme ça, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude à avoir, voilà. Ma copine, à ce moment-là, travaillait. Donc, ma copine, hein, pour savoir, elle était chez ses parents. Moi, j'étais du coup, en coloc avec mon meilleur ami. Ma copine était chez ses parents. Et c'était le temps, en fait, qu'on fasse un petit peu d'argent pour prendre une maison ou un appartement ensemble. Voilà, pour le contexte. Et du coup, ma copine travaille, et forcément, quand elle travaille, bah, je peux pas réellement l'appeler ou autre, et du coup, bah, je lui envoie un message. Alors, j'ai plus le timing de quand est-ce que je lui envoie un message, parce que moi, je suis pas de nature de base à m'inquiéter, en fait, quand il se passe un truc. Ouais, je me dis, bon, bah, ok, quoi, il m'arrive ça, bah, c'est parce que j'ai fait ça, donc je vais faire ça pour aller mieux, et puis voilà. Comme je vous dis, j'ai jamais vécu de drame, donc pour moi, j'ai pas de raison. En fait, pour moi, tout ce qui est maladie grave et tout, ça m'est inconnu. Je sais pas ce que c'est un infarctus, je sais pas ce que c'est un AVC, je sais pas ce que c'est le mot neurologie, par exemple, je ne connaissais pas la définition de ce mot-là. Je savais pas ce que c'était, parce que c'était un monde qui était inconnu pour moi et j'avais aucune raison de m'y informer. Enfin bref, vous voyez un peu le tableau. Ma copine, elle, par contre, est aide-soignante, donc elle est un peu du milieu hospitalier, donc elle a un peu plus de connaissances et un peu plus de jugeote aussi également. Et au bout d'un moment, dans l'après-midi, donc ça, c'était le matin. Le matin, il m'arrive ça va être entre 8h et 9h. Et l'après-midi, je décide d'en parler à ma copine, parce que je sais que ma copine, elle est de nature, c'est une personne qui a tendance à s'inquiéter. Et moi, je voulais pas l'inquiéter, parce que pour moi, c'était rien, en fait. Je me dis, bah, il y a pas besoin d'inquiéter pour ça. Mais je lui explique quand même. Je lui explique quand même. Je dis, bon, bah voilà, il m'arrive ça. Je lui envoie une vidéo de moi en train de. Pour vous donner une ordre d'idée, en fait, quand j'étais en handstand, je ne voyais pas ma main gauche, tout simplement. Et je parle pas d'un Japanese handstand où vous êtes carrément wide, hein. Je parle d'un handstand classique, largeur d'épaule. Si je regarde entre mes mains, je ne vois pas ma main à gauche. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée, vraiment, vous coupez. Vous prenez votre vision, vous prenez pile poil au centre et toute la partie gauche, vous effacez. Il n'y a plus rien. C'est pas vous voyez flou, c'est vous effacez. Il n'y a plus rien. C'est écran noir, c'est merci, au revoir, salut tout le monde, quoi. Salut mon pote. C'était exactement ça. Et du coup, bah, je fais une vidéo pour envoyer à ma copine, lui expliquer, ah bah regarde, là je vois pas ma main. Et puis j'étais mort de rire, quoi, sur la vidéo. Je me dis, bah c'est drôle, quoi. Je me dis, bon, bah voilà, on trouvera un truc, c'est pas grand chose. Au pire, je me ferai opérer, et puis voilà. Et je sais plus ce que ma copine me dit à ce moment-là, mais sûrement que ça devait être un truc du genre arrête de rire petit con, c'est sûrement quelque chose de sérieux. Sauf que moi je le prends pas sérieusement parce qu'encore une fois, moi je suis pas de nature à m'inquiéter. Et ma copine termine le travail, je ne sais plus à quelle heure, pour être honnête, je m'en rappelle plus. Et c'était un vendredi. Et le week-end, je le passais du coup chez mes beaux-parents avec ma copine. On faisait toujours comme ça. Du coup, ma copine vient me chercher après son travail. Et là, en gros, elle me fait comprendre que on va pas chez ses beaux-parents. Enfin, on va pas chez ses parents, pardon. On va aux urgences. Parce que c'est peut-être quelque chose de grave. Et là, moi, je réalise pas. Je dis, ouais, bon, d'accord, si tu veux. J'ai peut-être rechigné un petit peu à aller aux urgences. Ça, c'est fort possible. Je vous avoue que là, j'ai plus de souvenirs à ce moment-là. Parce que c'est pas ça qui m'a le plus marqué, donc voilà. Et on arrive, ma copine m'amène aux urgences, donc chez nous en fait on a l'hôpital à Saint-Étienne, parce que j'habite vers Saint-Étienne, donc là l'hôpital Nord, et à côté de l'hôpital Nord, pas très loin, il y a ce qu'on appelle la clinique du parc, qui est beaucoup plus petit. Quand on va aux urgences, généralement on va là parce qu'il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de temps d'attente, c'est plus pratique. Et moi, à chaque fois que je suis allé aux urgences pour par exemple des fractures ou autre, j'allais à la clinique du parc. Et du coup là on va à la clinique du parc, et on attend un petit peu, on rigole un peu avec ma copine. Je me rappelle, on s'était arrêté au supermarché pour manger des Kinder, etc. Enfin bref, voilà, se faire plaisir tout simplement, entre guillemets. Ce qui est un peu une hérésie, se faire plaisir en mangeant de la merde. Mais bon, bref, on s'en fout, on s'en fout. Moi, j'étais vraiment en mode, bon, ok, on va aux urgences. Ça fait chier d'aller aux urgences parce que c'est jamais un mood qui est incroyable, hein, aux urgences. Bon, t'y vas pas pour kiffer, mais on y va quand même. Et là, l'infirmière ou l'aide-soignante, je pense que c'était une infirmière, nous prend. Et là, j'explique mon problème. Je lui explique concrètement ce qui s'est passé et ce que j'ai. Et là, je vois le visage de l'infirmière qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Monsieur, c'est très grave. Monsieur, vous avez sûrement un problème neurologique. Il faut tout de suite aller à l'hôpital Nord, donc l'hôpital Nord qui était à 5 minutes de route. Il faut tout de suite aller là-bas. Nous, on peut rien faire ici. Il faut que vous alliez là-bas, aux urgences, vous vous présentez, etc. » Donc là, elle me fait des paperasses et tout pour que je gagne du temps aux urgences là-bas. Et là, en fait,
c'est à partir de ce moment-là où mon corps et mon esprit ont switché. Où là, j'ai compris que, ok, là, c'est peut-être un truc qui est sérieux. Et j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise de stress, je pense. Alors, je crois que ça s'appelle malaise vagal, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, j'ai eu des grosses bouffées de chaleur et je me suis presque évanoui. Je me suis pas totalement évanoui, mais c'était pas loin en fait. Et je pense que c'est le stress, la pression, j'ai eu chute de tension ou hausse de tension, j'en sais rien. Mais j'étais, pour moi, je me sentais partir en fait. Je sentais mon âme sortir de mon corps. J'entendais des voix hyper loin. En fait, c'était l'infirmière qui était en train d'essayer de me maintenir un peu réveillé, ma copine qui me mettait de l'eau au visage pour me rafraîchir, parce que là j'avais des bouffées de chaleur énormes, bref j'étais en train de faire un malaise, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et quand ça m'est arrivé à ce moment-là, j'ai eu la conscience de me dire, putain, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. En fait non, c'était juste un malaise classique, tout simplement. Bref, donc là je commence à vraiment m'inquiéter, je me dis ok, parce qu'en fait, là, on m'a dit des mots que j'avais jamais entendus, des mots qui font peur. Hein. Quand on vous dit vous avez un problème neurologique et que vous y connaissez rien, ça fait très très peur. Et en plus de ça, il y avait le visage de l'infirmière. Le son visage, en fait, qui était terrifié un petit peu et qui m'a fait comprendre que là, il fallait que je me dépêche rapidement d'aller à l'hôpital. Que, en fait, j'avais compris que c'était quasiment une question de vie ou de mort, en fait. Et là, je me dis, waouh, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'hôpital avec ma copine. Les urgences, vous savez ce que c'est. On est pris en charge quelques minutes après. Non, en vrai, ça va. Ça n'a pas été trop long d'être pris en charge. Quand j'ai expliqué ma situation, on m'a directement mis sur un brancard et on m'a dit, monsieur, vous ne bougez plus. Vous restez sur le brancard. Je ne veux plus vous voir debout. Et là, on me met dans la pièce avec... C'est dans le couloir, en fait, des urgences. Et là, je me retrouve au milieu de personnes qui ont des vraies urgences. Sur le moment, c'est ce que je me dis. Je vois des gens défigurés, je vois des gens qui ont des bras cassés, je vois des gens qui souffrent. Et moi, je suis là, sur mon brancard. Tout va bien, mis à part que je vois plus rien à gauche. Tu sais, je me dis, mais putain, mais c'est pas ma place ici. Et j'arrive pas encore à comprendre. Donc ça, je suis mis sur brancard le soir, donc ça devait être entre... j'ai plus la date, l'heure exacte, pardon, mais ça devait être entre 8h et 22h, quelque chose comme ça. Et là, par chance, je sais pas pourquoi moi, mais en tout cas par chance, on me met dans une pièce isolée des autres personnes aux urgences. On me met dans une pièce isolée, dans une sorte de mini-chambre. C'est pas vraiment une chambre, mais on me met dans cette pièce isolée où je suis tout seul, où du coup ma copine peut rester avec moi tranquillement, où voilà, on est tranquille, il n'y a pas trop de bruit, on est vraiment au calme. Et c'est génial en fait. J'étais royal et je me suis dit, mais pourquoi moi on me met là et les autres personnes, ils n'ont pas ce traitement de faveur? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, du coup, on me dit pas. On me dit, voilà, on va faire une batterie de tests. Donc il y a un premier test qui est je me rappelle plus le nom, mais en gros, on fait passer, en gros, ils analysent déjà mes artères au niveau du cou. Je crois que c'est surtout au niveau du cou, ils analysent toutes mes artères pour voir si y a une artère qui est bouchée ou quelque chose, pour voir l'état de mes artères tout simplement. Premier test, les artères sont nickel, excellente santé, au vu de mon âge, de toute façon, ils n'étaient pas surpris. À cette époque-là, j'avais 27 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai 30 ans dans 2 jours, 2026. On fait 2 ans en arrière, donc j'avais 28 ans. 28 ans. Euh, Bref, ils regardent mes artères avec leur espèce d'appareil, tout est bien, je veux dire, rien à signaler. Ils me font le test, je sais plus comment ça s'appelle. Pareil, c'est en gros, ils mettent une sorte de cathéter dans le coude, enfin, je veux dire à l'avant du coude, et ils envoient des bulles d'air pour voir si, je crois que c'était dans cet ordre-là, hein, pour voir s'il y a un passage de bulles d'air, en fait, dans les veines ou quelque chose. Je sais plus exactement, je suis désolé, hein, c'est des choses que j'ai pas beaucoup retenues parce qu'à ce moment-là, j'étais pas en mode faut que je retienne ce qu'on est en train de me faire. Mais en gros, si j'ai bien compris, on envoie des bulles dans mes veines ou dans mes artères, je sais plus, pour voir s'il y a un passage en fait au niveau du cœur ou en tout cas s'il y a une fuite entre guillemets. Prenez l'exemple en fait, prenez un tuyau d'eau tout simplement, et imaginez que vous mettez de l'eau dedans et pour voir s'il y a une fuite, vous regardez s'il y a de l'eau qui sort de ce tuyau. Et bien là, c'était exactement ça qu'ils étaient en train de me faire si j'ai bien compris.
Et du coup, là, on remarque que oui, il y a une fuite, et une grosse fuite, et quelque chose du coup qui va pas. Donc là, on se rend compte qu'il y a un problème, effectivement. Et du coup, bah là, moi, ça me met un stress supplémentaire parce que je me rends compte que, en fait, c'est peut-être pas juste un décollement de la rétine, c'est sûrement quelque chose d'un peu plus grave. Parce que là, ça touche les veines, les artères. Je me dis, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est? Incompréhension totale. Incompréhension totale. Et du coup, bah là, on me dit, ok, vous allez passer un scanner. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Je passe un scanner, le scanner révèle rien, on voit rien. Et du coup, je passe, quelques heures plus tard, un IRM. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Je sais plus si je passe l'IRM avant le scanner ou si le scanner, je l'ai passé avant l'IRM. Bref, le scanner, c'est la chose qui a révélé ce que j'avais. Non, l'IRM, c'est la chose qui a révélé ce que j'avais. Attendez. Ok, je viens de regarder sur internet, en fait, scanner et IRM, c'est peut-être pareil, mais bref, c'est bien l'IRM que j'ai passé en dernier et qui a révélé la chose. Sauf qu'on me l'a pas dit tout de suite. Je crois que j'ai passé le scanner, l'IRM, il devait être 2 heures du matin, quelque chose comme ça, et c'est qu'à 8 heures que, du coup, on m'avait sorti de la pièce à ce moment-là, on m'avait mis dans le couloir, et je me rappelle, on m'a mis contre un mur à droite et j'étais sur le dos et je vous rappelle, je ne vois rien à gauche. Donc du coup, en fait, dans ma vision, je voyais le plafond, le mur à droite et rien à gauche. Donc je voyais rien du tout, quoi. Et à un moment, à 7-8 heures du matin, je crois, j'entends une médecin, je crois que c'était une médecin qui arrive. Bonjour, bonjour monsieur. Déjà, bah, je sursaute en fait parce que bah, je ne l'ai pas vu arriver. Forcément, je voyais rien à gauche. Et elle arrive, elle fait bonjour monsieur. Bon, bah du coup, là, elle essaie de prendre un peu des pincettes. Et elle me dit, bon, bah voilà, on a trouvé ce que vous avez fait un AVC. Et là en fait, je réalise à ce moment-là que bah en fait, je vais peut-être crever. C'est peut-être cru, mais c'est clairement ce qui se passe dans ma tête. Je me dis quoi, un AVC? Et là, en fait, je me mets à pleurer. Naturellement, en fait, je me mets à pleurer parce que je me dis mais j'ai pas envie de mourir. Pour moi, AVC, c'est tu meurs en fait. Voilà, l'artère elle est bouchée, tu meurs. Et du coup, bon, bah, elle m'explique ce qui va se passer, etc. Et du coup, bah, je suis transféré en soins intensifs. Je crois que c'était ça, soins intensifs pour régler en fait le problème. Donc en gros, donc là on savait pas exactement qu'est-ce qui avait causé l'AVC. On savait juste que j'avais fait un AVC. Je me retrouve dans une pièce où je suis filmé H24, où je suis branché de partout. Je suis alité, on me dit monsieur, vous pouvez pas vous lever. Vous devez rester couché de A à Z. Il y aura une infirmière qui va passer toutes les 4 heures pour prendre votre tension et faire une prise de sang. Et là, je me dis, mais quoi? Et elle me dit, et je lui dis, ok, mais pendant combien de temps? Elle me dit, bah, on ne sait pas. Donc là, pendant une durée indéterminée, je reste allongé sur un lit. J'ai fait un putain d'AVC. Alors, pour ceux qui ne savent pas, du coup, donc un AVC, c'est quoi? Donc moi, c'était un AVC ischémique, si je dis pas de bêtises, et c'est, d'après Google, les AVC ischémiques, c'est le plus souvent, donc 80% des cas, l'arrêt de la circulation du sang qui est dû à un caillot ou embole qui bouche une artère à destination du cerveau. On parle d'AVC ischémique ou encore d'infarctus cérébral. Donc en gros, j'ai une artère qui oxygénait le cerveau, qui a été coupée à cause d'un caillot de sang, et du coup bah, mon cerveau, une partie de mon cerveau n'a plus reçu d'oxygène ou de sang, enfin bref, elle était plus alimentée entre guillemets, et du coup quelle artère c'était? Bah, c'était l'artère qui gérait la vision gauche. Donc c'est après coup, du coup, en me renseignant, que j'ai appris que en fait vous avez, donc pour la faire courte, vous avez du coup 2 yeux, et chaque œil en fait permet de voir à gauche et à droite. Et en fait, il y a une artère qui gère la vision gauche des 2 yeux et une artère qui gère la vision droite des 2 yeux. Et ben moi, c'était l'artère qui gérait la vision gauche des 2 yeux. Ça veut dire que en fait, c'est pas juste mon œil gauche qui est mort, parce que de mon œil gauche, je vois super bien, mais à droite. Et mon œil droite, je vois super bien, mais à droite. Mais par contre, sur les 2 yeux, je n'ai pas la vision à gauche. Donc voilà en gros ce que j'ai fait. Et du coup, bah, je parle un peu avec les médecins, les infirmières et tout, et je leur demande, mais est-ce que c'est quelque chose de vraiment si grave? Parce que moi, je vous le rappelle encore une fois, je suis quelqu'un qui n'y connaît rien. Je ne savais pas la définition d'AVC. Je savais que pour moi, AVC, tu faisais un AVC quand tu pouvais plus bouger le bras, par exemple. Ou que tu perdais
perdais l'usage de ta jambe gauche, par exemple, c'est que tu étais en train de faire un AVC. Parce que c'est ce qu'on nous apprenait à l'école ou machin, comment détecter un AVC. Mais sinon, je ne savais pas si c'était quelque chose de grave. Et en gros, ils me font comprendre que, déjà, moi, il y a eu énormément de temps. Généralement, quand on fait un AVC, et là, c'est du coup le message que j'aimerais passer. Si jamais vous avez des symptômes d'AVC, je vous invite à regarder sur Internet les symptômes qu'ont un AVC, qu'a un AVC. Et si jamais vous avez un de ces symptômes, réagissez super vite. Réagissez super vite parce que ça peut vite s'empirer et faire n'importe quoi et voire même le pire qui puisse arriver, la mort. Et en gros, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle me dit, voilà, vous avez mis beaucoup de temps à réagir. Vous avez mis, du coup, j'ai eu, mon AVC s'est déclaré entre 8h et 9h le 12 juillet. Et il m'a été annoncé que, moins de 24 heures plus tard. Entre 20 et 24 heures plus tard. Sachant que sur ces 20-24 heures, on ne m'a pas donné de médicaments, on ne m'a rien donné parce qu'on ne savait pas ce que j'avais. Donc il y a eu presque un jour où j'ai été en train de faire un AVC. Et je le paye du coup aujourd'hui, on en parlera juste après. Mais du coup, non, quand vous faites un AVC, vraiment, même si vous n'êtes pas sûr, allez aux urgences, appelez les pompiers, faites quelque chose. Bref. Du coup, elle m'explique qu'en fait, dans mon cas, en fait, c'était un peu la loterie. On ne savait pas encore l'origine, mais c'était un peu la loterie. Ça veut dire que en fait, ça peut tomber sur la mauvaise artère. Et ça peut être une artère beaucoup plus importante. Et je me suis renseigné. Non, je vais d'abord aller dans l'ordre. Donc là, je passe toute une batterie de tests pour savoir concrètement qu'est-ce qui a causé l'AVC. On me rentre un espèce de tuyau dans la bouche pour me faire en gros une échographie du cœur. Donc là, c'est vraiment un gros tuyau assez épais qui fait la taille de... Vous voyez les stylos 4 couleurs, c'est encore un peu plus épais que ça. Et on me rentre ça en fait dans la gorge jusqu'au cœur en fait pour analyser au plus près mon cœur. Et il s'avère que l'origine de mon AVC, c'était mon cœur. Mon cœur, malformation au niveau du cœur. J'avais ce qu'on appelle un FOP. Un FOP, je ne sais plus la définition. Mais en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est que, vous savez, sur votre corps, vous avez en gros une cavité gauche, cavité droite. Et les deux cavités ne sont pas censées communiquer entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou. C'est bouché, c'est très bien. Et dans 20% des cas, 20% de la population, ou 30%, je ne me rappelle plus, mais 20 ou 30% de la population a un trou plus ou moins gros entre ces cavités. Donc là, ça représente pas mal de personnes. Et en fait, quand on a un trou, comme moi, surtout quand il est assez conséquent, entre guillemets, il y a du coup le sang de la cavité gauche qui communique avec le sang de la cavité droite, et je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros, ça peut former un caillot. Et ce caillot, il peut très bien être tellement petit que ça fait absolument rien du tout, comme il peut devenir gros et venir boucher une artère. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas dû à mon mode de vie, c'est pas dû à des conneries que j'ai fait dans mon passé, c'est juste dû à un manque de chance pur et dur. C'est tout. C'est tout. Donc j'avais aucun contrôle dessus. Aucun contrôle là-dessus. C'était pas ma faute, c'était juste pas de chance. Et là, on m'explique concrètement que ces AVC-là, ils sont courants et peuvent causer la mort, la paralysie, la perte de la parole, même on peut devenir excusez l'expression, mais on peut devenir un légume, entre guillemets. Donc là, on m'explique que j'ai eu énormément de chance, en fait, de n'avoir que la perte de ma vision, parce que j'aurais pu clairement avoir des choses plus graves. Et on m'explique le cas notamment d'une jeune femme qui avait 20 ou 21 ans, je crois, et qui, elle, du jour au lendemain, a eu exactement le même AVC que moi, mais sauf qu'au lieu que ça touche sa vision, elle, ça a touché une plus grosse partie de son cerveau, et elle est devenue paralysée, plus pouvoir communiquer, etc., et pour le restant de ses jours, quoi. Donc là, je vous dis, quand on me dit ça, je prends un gros coup au moral, et en même temps, je me dis, j'ai une putain de chance. Mais en même temps, j'ai pas de chance parce qu'il fallait que ça tombe sur moi. Mais en même temps, j'ai de la chance. Vous voyez, j'étais tourmenté en fait. Mais il y a quand même j'ai eu de la chance qui prenait le dessus parce que j'étais encore en pleine possession de mes moyens, entre guillemets. Et un autre truc aussi qui me faisait énormément chier, c'est que ma vie tournait pas mal autour du sport. Je courais, je faisais de la calisthénie. Et du coup, ça commençait à me manquer en fait. Je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir reprendre ? En plus de ça, les médecins m'ont dit que
Bah, ils l'ont bien vu, hein, de toute façon que j'étais sportif. Ils m'ont dit, bah, le sport, vous n'allez pas forcément pouvoir reprendre tout de suite, etc. Ça va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Je leur dis, mais comment ça? Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, il faut que je reprenne le plus vite possible. Là. Je vais pas tenir, en fait. Je vais vraiment pas tenir. Bref, après qu'on ait trouvé l'origine, qu'on a vu que mon cas s'améliorait beaucoup mieux, je suis resté que 4 jours en soins intensifs. Donc 4 jours dans une salle en étant complètement alité, en faisant littéralement 0 pas par jour. Alors ce qui est marrant, c'est que mon portable a compté une cinquantaine de pas par jour, alors que littéralement, en fait, je n'ai pas bougé de mon lit. Alors je devais avoir une moyenne de temps d'écran de 12 heures par jour, je pense, parce que j'avais que ça à faire. Alors évidemment, non, j'en parlerai après. Mais en gros, j'avais 0 pas et je suis resté que 4 jours en soins intensifs. Et après, on m'a transféré dans une autre chambre où je n'étais plus en soins intensifs, c'était un peu plus light, j'étais plus branché de partout. Et surtout, au bout de 4 jours, du coup, on m'a autorisé à me lever. On m'a dit, bah c'est bon, vous pouvez vous lever pour aller aux toilettes, par exemple. Et oui, vous voyez ce que je veux dire. Pendant 4 jours, je suis resté alité. Pendant 4 jours, je suis resté alité. Mais du coup, si je suis au lit complètement allongé, comment j'ai fait pour aller aux toilettes? J'ai vécu la pire humiliation de ma vie. En tout cas, pour moi, c'était une humiliation. Après, pour les aides-soignantes, pour les aides-soignants, c'est leur travail, donc ils ont l'habitude. Mais moi, non. Moi, non. J'ai dû pisser dans un urinal, je crois que ça s'appelle. Et j'ai dû, forcément, faire le numéro 2 en étant allongé. Et surtout, c'est pour ça que je dis que chaque détail de ce podcast est important. Surtout que je vous rappelle que le 12 juillet, du coup, la veille en fait du moment où je suis rentré en soins intensifs, on avait mangé beaucoup de merde avec ma copine. Des Kinder, du chocolat, etc. Et je pense que si vous avez déjà expérimenté le passage aux toilettes après avoir mangé énormément de chocolat, c'est pas très agréable, c'est pas pratique. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais pas épiloguer dessus, mais vous voyez entièrement ce que je veux dire. Et du coup, c'était pas un moment très agréable à vivre. Et en plus, comme je disais au tout début de ce podcast, moi je suis quelqu'un d'extrêmement pudique de base. Et là, j'étais pas bien du tout. Je l'ai très mal vécu. Waouh, là, mon ego a pris un sacré coup. Bref, au bout du 5e jour, du coup, on me dit, monsieur, vous pouvez vous lever pour aller aux toilettes, pour vous brosser les dents debout dans la salle de bain, etc. Donc là, putain, libération, quoi. Et en fait, au 5e jour, j'ai craqué. Après 4 jours sans avoir bougé de mon lit, le 5e jour, on m'a dit, vous pouvez vous lever et marcher un petit peu dans votre chambre. J'ai fait 10 000 pas. J'ai fait 10 000 pas dans ma pièce. Je me rappelle, à cette époque-là, je regardais Berserk. Et en fait, je regardais Berserk sur mon téléphone et je tournais en rond, en fait. Mais pour moi, c'était pas une souffrance, en fait, c'était une libération. Je bougeais au bout de 4 jours. Alors, je sais que peut-être que pour certains d'entre vous qui peut-être avaient vécu des choses un peu plus graves, vous vous dites, bah, ça va, t'es resté que 4 jours alité. Je rappelle que moi, je n'ai jamais vécu ça. Et que je suis quelqu'un qui, de base, est extrêmement actif. Je cours, je fais 10 000 pas par jour, en plus de la course à pied. Je fais énormément de sport, j'adore bouger, faire des étirements, de la mobilité. Et là, d'un coup, du jour au lendemain, on me met sur un lit à ne plus pouvoir bouger. Je pouvais même pas me mettre sur le côté parce que j'étais branché de partout. Non, non. Et du coup, j'ai fait 10 000 pas dans la pièce et pour juste bouger. Mais j'ai pas fait 10 000 pas en me disant, il faut que je fasse 10 000 pas. C'est juste, j'avais besoin de marcher, en fait. J'ai fait ça. Et ensuite, donc jour 5, jour 6, jour 7, ça a été plus ou moins pareil. Et en fait, au bout d'une semaine, on m'a autorisé à rentrer chez moi parce que tout s'arrangeait, en fait. Tout s'arrangeait, tout allait pour le mieux, tout était bien, tout rentrait dans l'ordre, entre guillemets. J'avais toujours mon problème à la vision, mais ça allait mieux. Mon artère, apparemment, je pense, n'était plus bouchée. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, les signaux étaient au vert. Donc, on m'a dit, monsieur, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Et où est-ce que j'en suis? Et ensuite, du coup, je suis rentré chez moi. Et là, le mood, en fait, de ce moment-là, j'étais vraiment pas top mentalement, je pense que vous vous en doutez. J'ai eu la chance énormissime de pouvoir compter sur mes proches. Je dis que j'ai de la chance parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Moi, j'ai quasiment tout le monde qui est venu me voir à l'hôpital, même mes meilleurs amis, tout qui sont venus, même quelque chose qui m'a énormément touché. Et je sais qu'il va écouter ce podcast, mais même Joe,
Donc Joe, vous savez, il est passé sur ce podcast aussi. Il était apparu aussi dans ma vidéo YouTube Vlog ISN. Et Vlog ISN d'ailleurs qui était un mois après mon AVC. Enfin bref. Joe, que je connaissais depuis 3 mois, je crois, 3-4 mois. On se connaissait à peine. On avait fait même pas une dizaine d'entraînements ensemble. On se connaissait à peine. Il était venu me voir à l'hôpital et du coup, ça m'a énormément touché. Donc, Joe, si tu passes par là, bah, merci beaucoup. Je dis merci, Joe, mais évidemment, merci à tout le monde hein, qui sont venus me voir, qui m'ont soutenu, qui m'ont permis de passer le temps, tout simplement. Merci à ma copine, merci à ma mère aussi. Enfin, bref, merci à tout le monde, quoi. J'ai eu cette chance-là d'avoir des proches qui m'ont soutenu un petit peu. Et j'ai eu la chance aussi en fait, de regarder devant plutôt que de regarder derrière. Je sais que on dit souvent, ouais, il faut vivre le moment présent, machin. Là, j'avais pas envie de vivre le moment présent, je pense que vous vous en doutez. Et du coup, là, en fait, pour me rassurer, je me disais, ok, quand je vais rentrer, je vais faire ci, je vais faire ça. Je, je vais reprendre le sport. Alors, attendez, j'ai un appel, il faut juste que je réponde rapidement. Ok, excusez-moi, du coup j'ai été interrompu. Du coup j'en étais où? Oui, j'avais remercié mes proches. Ah oui, je disais que je voulais pas être dans le moment présent, je voulais voir le futur et voir... ouais, je me disais, voilà, quand je rentre, je vais travailler sur ma chaîne YouTube, je vais faire ci, je vais reprendre le sport doucement, mais au moins je ferai du sport. Enfin vraiment, j'étais en train de planifier mon retour pour penser à autre chose en fait. Et je rentre chez moi. Pour l'instant, je suis toujours dans un mood pas top, mais ça va. Je rentre chez moi. Je me rappelle que le premier jour où je rentre chez moi, bah déjà, je rentre du coup chez mon pote. Sauf qu'en arrivant chez mon pote, je lui dis bon, bah écoute, je vais retourner chez ma mère parce que si jamais il se repasse quelque chose de grave, il faut que bah, ma mère puisse m'emmener aux urgences ou alors appeler les pompiers. Et comme voilà, je voulais pas emmerder mon meilleur pote avec ses histoires, même si lui ça le dérangeait pas. Je voulais pas l'emmerder en fait. Je me suis dit voilà, je vais retourner chez ma mère. Et du coup, bah, je suis retourné chez ma mère à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne YouTube, vous avez vu un changement de décor. Si jamais vous suivez ma chaîne YouTube, c'est parce que je suis retourné chez ma mère tout simplement. Bref. Et à ce moment-là, je suis assez bien. Je me rappelle que le premier jour, j'arrive chez ma mère, je fais un front lever. J'essaye des front lever pull-up. Alors j'avais des élastiques, j'avais plus rien. J'avais plus de force. J'avais pas l'envie déjà. J'ai juste fait parce que j'avais envie d'essayer, mais en soi, j'avais pas l'intention. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais plus de force. J'avais essayé un handstand, le handstand il passait plus. Juste, j'étais pas dedans en fait. Et du coup, j'ai laissé passer plusieurs jours avant de reprendre le sport parce qu'on m'a quand même dit de ne pas reprendre tout de suite. On m'a dit voilà, d'attendre quelques jours avant de reprendre tout doucement le sport. Et voilà. Et après, j'ai repris sérieusement le sport. Quand je dis sérieusement, c'est pas en mode très intense, mais c'est en mode ok, je reprends mes séances. Au début, je crois que j'ai commencé par 3 fois par semaine. Après, j'ai remis une séance de course à pied. Et après, je suis repassé à 4 et après à 5. Mais tranquillou, quoi, hein. Parce que là je flippais hein, pour le coup. Et, et c'est là en fait où j'ai eu le plus gros coup au moral, où vraiment je dirais pas que je suis tombé en dépression parce que ça serait abusé. Mais j'ai eu ouais, une grosse déprime en fait. Là j'ai eu bah, déjà le contre-coup où je me suis dit, là faut se rendre compte que même encore à l'heure actuelle, je vois rien à gauche, hein. Donc je me dis ok, j'ai perdu la moitié de ma vue, ça casse les couilles, quand je suis entouré de monde, ça me fait vraiment chier, ça me rend anxieux, je vois plus rien à gauche, et en plus de ça, bah, je reprends mes séances et en fait je me rends compte que j'ai perdu tout mon niveau en fait. Je me rends compte que je n'arrive plus à faire de front lever classique, je l'ai plus. J'ai du mal à faire des handstands, handstand push-up, n'en parlons plus. Tout ce, toute la galère que j'avais mis sur la planche, j'avais plus rien. Et tout ça cumulé, en fait que non, j'allais pas bien. Et là, pour le coup, j'ai eu un gros contre-coup. J'en ai pas beaucoup parlé autour de moi, mais je pense que ça devait se voir. Mais j'en ai pas beaucoup parlé parce que, je rappelle, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Et, euh, et du coup, ça allait pas bien. Et en plus de ça, avec mon business, j'étais en pleine remise en question parce que je me disais, bah, ma chaîne YouTube, en fait, ça fait 6 mois qu'elle décolle pas. Enfin, un peu plus de 6 mois qu'elle décolle pas. Je savais pourquoi elle décollait pas. C'est parce que, voilà, des vlogs, c'est pas non plus... c'est pas le truc qui te fait décoller du jour au lendemain, les vlogs. C'est vraiment quand tu as des bons concepts et tout. Le vlog, c'est bien, mais sur le long terme. Mais sauf que moi, bah, il me fallait de l'argent rapidement. Voilà, je suis totalement honnête. Je faisais pas YouTube que pour l'argent, je faisais aussi parce que je kiffe ça. Mais il me fallait aussi une vision niveau argent, parce que j'en pouvais plus en fait d'être chez ma mère. Non pas encore une fois que j'aime pas ma mère, mais c'est juste que
j'arrivais presque à 30 ans, j'avais envie de vivre avec ma copine, tout simplement. Surtout qu'en plus, avant l'Australie, on vivait ensemble dans mon appartement, parce que j'avais acheté un appartement. Donc vraiment, là, j'ai eu une réalisation de tout qui arrivait en même temps. Je me suis dit, waouh! Et du coup, même le business, en fait, je savais pas quoi faire. Et c'est là que ma copine m'a dit, bah, pourquoi tu reprends pas les coachings? Tu te lances vraiment pas dans ça, dans ce que tu voulais vraiment faire depuis le début. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à vouloir refaire du coaching. Mais bref, le retour a été très compliqué. Ça a duré plusieurs mois. Et c'est là que j'ai décidé de me faire accompagner pour la première fois en calisthénie. Et ça m'a aidé plus ou moins. J'ai pas vécu non plus la meilleure des expériences avec mon accompagnement, principalement à cause de moi, parce que j'étais pas bien mentalement en fait. Donc vu que j'étais pas bien mentalement, bah forcément tu te mets pas à fond dans tes séances. Voilà, tout simplement. Puis j'étais pas bien quoi. J'étais pas bien parce que je réalisais en fait que ouais, j'avais failli mourir. Et en plus de ça, une conséquence qui a été presque réglée que récemment. Quand je dis que récemment, c'était il y a encore 2 3 mois, c'était le cas. Tous les soirs, à chaque fois que je me couchais, j'avais peur de la mort. J'avais peur que ça soit la dernière nuit de ma vie. Et genre, dès qu'il y avait un léger truc qui n'allait pas dans mon corps, j'étais en train de me dire, oh, putain, ça se trouve, je suis en train de mourir ou un truc comme ça. Mais vraiment, ça m'avait traumatisé en fait. Enfin, peut-être pas traumatisé, mais ça m'avait amené un truc, je sais pas, trop bizarre en fait. Dès que maintenant j'ai une légère migraine, j'ai trop peur en fait. J'ai trop peur. Et du coup, ben, j'ai commencé à développer la peur de la mort alors qu'avant je l'avais pas du tout. Parce que j'avais jamais été confronté à la mort. Et, et voilà. En gros, et puis j'ai quand même pu compter sur le soutien de mes amis, etc., de ma copine, ma famille et tout, évidemment, tout au long, même en rentrant de l'hôpital. Mais voilà, en gros, pour l'histoire de ce qui s'est passé. Mais du coup, putain, on arrive déjà à 1 heure de podcast, c'est énorme. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Mais du coup, pourquoi est-ce que je dis que, bah oui, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir dans le sens où bah c'était un peu la loterie quoi. Ok, bah quelle artère va être bouchée? Hop, on va boucher celle-là. Ça aurait pu être tombé sur la mauvaise. Mais pourquoi du coup je dis que ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée? Eh bien tout simplement parce que je dis que j'ai failli mourir, mais il y a une partie de moi qui est morte à ce moment-là et qui a permis à une autre de s'éveiller. Ça fait peut-être un peu bateau ce que je dis, mais c'est complètement réel. Parce que ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, bah, si ça se trouve, demain, tu peux mourir. Et là, on peut se dire, ah, mais c'est glauque ce que tu dis. Mais non, la mort fait partie de la vie, en fait. La mort, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça plusieurs mois après l'AVC. Hein. C'était courant 2025 que j'ai pris conscience de ça. Parce que c'est pas des trucs où tu dis, ah ouais, ça arrive d'un... Non, c'est arrivé plusieurs mois après. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça se trouve, bah, aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur Terre. Si c'est mon dernier jour sur Terre, qu'est-ce que je veux faire? Si c'est ma dernière semaine, qu'est-ce que je veux faire? Quelle image je veux laisser de moi? Qu'est-ce que je veux faire, quoi? Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai tout remis en question sur ce que je voulais faire. Et je me suis dit, ok, bah maintenant, j'ai plus le droit de me... Excusez-moi le terme, mais en gros, j'ai plus le droit de me branler. Et quand je dis me branler, c'est ne rien faire. Hein. Mais j'ai plus le droit de ne rien faire. Et là, il faut vraiment que je mette les bouchées doubles pour bosser et surtout kiffer ma vie. Et c'est là où j'ai commencé de plus en plus à m'ouvrir aux autres, à parler à des gens, à écouter les gens autour de moi, à écouter leur expérience, à écouter les petites choses croustillantes qui de base ne m'auraient pas intéressé, mais là, si j'ai commencé à m'informer sur différents sujets, j'ai commencé à bosser 2 fois plus pour pouvoir développer mon business, pour pouvoir repartir en voyage avec ma copine, pour la faire kiffer, etc. Vraiment, j'ai commencé à mettre les bouchées doubles. J'ai commencé à investir encore plus en moi pour développer mon business, développer mes capacités sportives, développer mes connaissances. J'ai commencé à lire de plus en plus de livres. J'ai commencé, pas une nouvelle vie, mais j'ai commencé mon éveillement, entre guillemets, si je puis dire. Je me suis inscrit à un semi-marathon, alors que de base, ouais, je voulais pas forcément en faire. Je me disais, je cours pour le plaisir. Je me suis inscrit à un semi-marathon où j'ai explosé l'objectif que je m'étais fixé. Je m'étais fixé 1h50. Au final, j'ai fait 1h36 pour un premier semi-marathon. C'est pas mal. Je me suis inscrit et fait une prépa marathon. J'ai pas fait le marathon parce que vous savez que j'ai pas pu faire le marathon de Paris parce que je suis tombé malade pile le jour du marathon. Mais comme je dis, ce n'est que partie remise. Je
je suis allé à un séminaire, pour développer mon business, un séminaire où il y avait du monde. Semaine prochaine, je vais à un autre séminaire de calisthénie. Et ça, je le dis en fait, avant l'AVC, j'aurais absolument jamais fait ça parce que pourquoi faire ça en fait? J'avais pas ce recul de me dire ok, fais-le, saisis cette opportunité. J'avais pas ce recul en fait, je voulais tout faire tout seul. J'ai pu rencontrer des personnes incroyables parce que je me suis intéressé à leur parcours et que je me suis rendu intéressant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, l'image que je veux laisser de moi sur Terre, j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme un mec intéressé et intéressant, tout simplement. J'ai pas envie qu'on me voie comme un mec qui, ouais, il faisait beaucoup de sport. Je m'en branle de ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sport. Non, moi j'ai envie d'être intéressé et intéressant. J'ai envie qu'on se dise, putain, ouais, c'est vrai que Damien, quand il parle, c'est sympa, c'est cool. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ce podcast aussi. C'est pour améliorer mon élocution, moi, ma façon de parler, développer aussi des compétences, pouvoir être capable de parler pendant 1 heure sans absolument aucune note. Alors certes, là, je parle d'un sujet que je maîtrise parce que voilà, c'est des choses que j'ai longtemps ressassées dans ma tête. Mais faut les parler, faut parler pendant 1 heure. Faut le faire tout seul. Faut le faire. Et du coup, c'est pour ça que je fais tout ça en fait. C'est pour ça, ça m'a donné un coup de boost dans mon business. Bref, ça m'a donné cette vision que j'avais pas avant. Et du coup, je suis extrêmement reconnaissant envers. Je sais pas si je peux dire que je crois que Dieu existe ou que je suis presque persuadé qu'il y a quelque chose qui existe, qui est au-delà de nous, qui pas nous dirige, mais en tout cas qui dicte un petit peu notre destinée. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, j'aurais tendance à croire à ça. Et du coup, je remercie cet être-là de m'avoir fait vivre ça. Parce qu'on pourrait se dire que, ouais, non, j'aurais aimé ne pas le vivre et tout. En fait, je me dis que si je l'avais pas vécu, peut-être que j'aurais encore abandonné ce projet comme j'ai abandonné les 15 autres auparavant. Et je serais retourné au salariat. Je me serais pas forcément donné beaucoup plus dans le sport. J'aurais pas saisi les opportunités. J'aurais pas fait grand chose en fait. Alors que là, j'ai plus évolué en 2 ans. Enfin, ça fait pas totalement 2 ans, mais on va dire que ça fait 2 ans. J'ai plus évolué mentalement, physiquement, relationnellement et de partout en 2 ans que en 28 ans avant ça. Donc j'en suis extrêmement reconnaissant et je remercie justement d'avoir vécu ça. Je suis très content parce que ça m'a appris l'humilité. Je manquais d'humilité, je me sentais invincible avant et du coup je me permettais des choses que normalement en fait quand tu sais que demain tu peux mourir tu fais pas. Donc par exemple pour donner un ordre d'idée, voilà, j'avais un business à faire tourner. Il fallait que je vive de ce business, c'était important, mais j'avais pas ce why hyper profond et du coup je travaillais quoi, 1 heure, 2 heures par jour et le reste du temps, je passais à jouer aux jeux vidéo. Alors vous allez dire, oui, mais il faut bien se faire plaisir. Oui, mais non. Oui, mais non. Quand tu veux développer ton business, tu peux pas te permettre de jouer aux jeux vidéo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, vous voyez, je joue encore aux jeux vidéo aujourd'hui, mais je joue aux jeux vidéo qu'à une seule condition, c'est quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Si j'ai pas fait tout ce que j'ai à faire dans ma journée, je n'allume pas le jeu vidéo. Je dis le jeu parce que j'ai qu'un seul jeu sur mon ordinateur. Mais c'est tout. C'est tout. Je suis pas devenu un autre homme, mais j'ai beaucoup évolué. Ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. J'ai l'impression, en tout cas, après ça serait à mes proches de le dire, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus ouvert d'esprit, de comprendre un peu mieux les autres, etc. Enfin, non, vraiment, je suis super reconnaissant. Et maintenant, et ça, j'ai remarqué, c'est une capacité que j'ai, grâce notamment à ma copine aussi, mais j'ai tendance à retirer que du positif des choses, aussi malheureuses soient-elles. Et justement, de cet AVC, j'en tire que du positif. Alors du coup, on pourrait dire, oui, mais c'est chiant parce que tu vois plus rien à gauche, etc. Quand tu conduis, tu dois faire encore plus attention, etc. Oui, et alors? J'aurais pu perdre un bras, j'aurais pu ne plus jamais faire de calisthénie de ma vie, j'aurais pu être paralysé, j'aurais pu mourir, j'aurais pu... Non, je suis trop content. Je suis trop content parce qu'on m'a mis en gros un coup, mais pas trop fort, mais juste assez fort pour me faire comprendre que ok mec, là faut que tu te bouges le cul quand même, d'accord, la vie c'est pas tout beau tout rose, mais on me l'a pas mis trop fort pour, voilà, parce que c'est pas un enfoiré celui qui a fait ça. Donc je suis très reconnaissant de ça, et c'est un peu la leçon que je veux que vous retiriez de ce podcast, c'est vous n'avez pas de temps à perdre à faire des choses futiles
Je pense notamment au scroll sur les réseaux sociaux, en vérité. Soyons honnêtes. Qui, sur cette planète, aime fondamentalement et profondément le scroll sur les réseaux? On scrolle tous, hein. Moi aussi, ça m'arrive de scroller. Tous les jours, je scrolle un petit peu. Mais qu'est-ce que fondamentalement ça t'apporte? À part de la perte de temps. Ouais, j'aime bien, ça me fait plaisir, ça me détend. Non, non, tu penses que ça détend. C'est comme les fumeurs qui disent j'ai besoin de fumer pour me déstresser. C'est pas la clope qui te déstresse, c'est le fait de fumer qui te déstresse, c'est l'action de fumer qui te déstresse parce que tu te dis que fumer va te déstresser. Mais la clope, ça déstresse pas. Pourquoi les non-fumeurs, ils sont pas plus stressés? C'est pas logique. Et ben là, c'est pareil. Donc arrête de faire des choses qui te font perdre du temps et vis ta putain de vie en fait. Ne vis pas ta vie à travers du virtuel, vis ta vie à travers toi-même en fait. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut en retirer. Et vivre sa vie, ça ne veut pas dire bosser 12 heures par jour sur un business, ne plus parler à personne, pas du tout. Mais intéresse-toi aux autres. Quand on te parle, écoute. Quand on te parle, ne pense pas à la prochaine phrase que tu vas sortir. Non, quand on te parle, écoute la personne. Et creuse. Je sais pas, la personne elle te raconte un peu un truc important, bah, va creuser pour essayer d'en savoir plus, etc., etc. Intéresse-toi, sois intéressant. Essaye de t'améliorer dans un domaine, que ce soit le sport, le relationnel, l'éloquence, n'importe quoi. Bref. Et du coup, c'est ce que j'en retire. J'ai encore beaucoup de leçons à apprendre. Je suis loin d'être parfait. Je ne le serai jamais de toute façon. Et j'ai encore pas mal de choses à apprendre de la vie et des autres. Et du coup, je suis impatient de vivre mes futures expériences positives et négatives. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mais c'est réel. J'ai vraiment hâte de vivre des futures expériences pour voir comment ça va me faire évoluer en fait. Voilà. Voilà les amis, un petit peu pour ce podcast où je me suis pas mal livré. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez beaucoup appris sur moi. Normalement, ça doit être le cas, hein, j'imagine. Mais sachez que la vie est courte quand même. On a l'impression qu'elle est longue parce qu'on se dit ouais, 80 ans, c'est long. Mais en fait, ça passe très vite. Surtout quand on perd son temps dans les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les choses un peu futiles comme ça. Ça passe très très vite. Et du coup, profitez. Et profiter, ça veut pas dire se bourrer la gueule en soirée tous les week-ends, mais ça veut dire juste vivez votre vie en fait, tout simplement. Faites ce que vous avez toujours voulu faire. Laissez une trace dans ce monde en fait. Essayez d'évoluer, de progresser. Je sais pas, dans n'importe quel domaine, kiffer et puis voilà. C'est un peu le message que je veux que vous reteniez. Et j'espère, comme je dis, que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur moi, que vous avez pu en retirer de la valeur de ce podcast. Et sachez que là, moi, je suis, je pense, l'un des hommes les plus déterminés de 2026 pour tout casser. Même si, évidemment, comme je le disais, je suis loin d'être parfait. Mais voilà un petit peu pour ce long podcast. Voilà, je rote. On arrive à la fin de ce podcast. C'est mon podcast. Je fais entièrement ce que je veux. Si j'ai envie de roter, je rote. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je me suis pas mal livré. Je suis déterminé. Et on va tout casser. 2026, il y a de grandes choses qui vont se passer. J'en suis absolument persuadé. Et puis voilà, les amis, en tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Soyez forts, soyez jeunes. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, un bon entraînement si vous écoutez ça pendant votre entraînement. Et puis je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Salut!